Welcome. My name is Tao Tavengwa. Bienvenue, Je suis Tao Tavengwa, c'est la deuxième, j'anime cette deuxième session des portraits d'espace, et c'est ce que l'on a fait un petit peu tout au long de la semaine. Cette session est organisée par Cédric Duroux. Donc lundi et mardi, nous avons pu accueillir Geoffrey Tang à Guangzhou. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Tony Thorne, qui est un acteur et directeur qui a travaillé pendant les 30 dernières années au théâtre et qui est new-yorkais. Et si vous avez déjà regardé des pièces de théâtre ou la télévision, vous avez dû le croiser de nombreuses fois. Il est acteur et il est aussi enseignant. Et donc il est apparu dans de nombreuses productions en tant qu'acteur et aussi en tant que metteur en scène. C'est quelqu'un qui est à l'avant-garde et qui va nous laisser un héritage artistique très important. Tony est le directeur et fondateur de Bill Talent's Reverend Billy et de la Church of Stop Shopping. Et donc, c'est aussi le créateur du mashup Ubu Sings Ubu. Il est aussi enseignant. C'est un enseignant au MIT, Massachusetts Institute of Technology, et aussi au Playwrights Horizons Theatre School. Et aujourd'hui, il va nous parler de New York, de Manhattan. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que on va pouvoir voyager grâce à vous, Tony, et grâce à un vrai New-Yorkais. Et nous embarquons donc pour New York. Je vous laisse la parole, Tony. Bien, merci à tous. Je vais essayer quelque chose d'un peu ambitieux. Je vais essayer de me promener avec vous et de vous amener dans mon quartier. Donc vous allez entendre des choses typiques, par exemple les sirènes new-yorkaises, les sons de la ville. Et avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit peu vous briefer un petit peu. Et nous sommes ici sur une terre autochtone à la base. New York est aussi la zone urbaine avec le plus de peuples autochtones en Amérique et aux États-Unis. Et c'est important de reconnaître les gardiens autochtones de cette terre, les ancêtres, les présents et les futurs aussi. Cette ville a une histoire très complexe. Donc je peux vous offrir un portrait assez global, je peux vous proposer un portrait assez global, mais on va passer par des détails très personnels de mon histoire, de mon vécu, de mon quartier, pour vous donner une image plus grande. Et donc j'ai commencé, moi, à étudier dans le Meat Market, et c'est toujours dans ce quartier que je vis, même à 55 ans aujourd'hui, et dans ce quartier du Meat Market, c'est l'endroit où traditionnellement, toute la viande qui venait du reste du pays était acheminée par train, par l'entreprise comme celle que vous pouvez voir derrière moi, et ensuite la viande était distribuée aux restaurants et aux supermarchés aux alentours. Voilà la façon dont les choses se passaient quand je grandissais.
et quand j'ai grandi. Et il y a encore ce genre d'activité aujourd'hui. Et puis derrière, là, on a un diner un peu gras, hein, et où on peut avoir des petites... où on peut manger pour pas trop cher. Et au cours des 20 dernières années, ça a énormément changé. Et là, vous pouvez voir ce bâtiment. Ce genre de bâtiment était des abattoirs, des boucheries et aussi des chambres froides. Et maintenant, ce sont des boutiques très à la mode. Donc on va commencer notre petite promenade pour vous parler un petit peu de la gentrification. Évidemment, la gentrification est un phénomène assez général et mondial de toutes les grandes villes. Et évidemment, à New York, c'est aussi le cas. C'est quelque chose qui s'est absolument accéléré récemment, et ça se passe très très vite. Je n'aurais jamais imaginé que ça se passe aussi vite à New York. On peut voir ici une ligne de train. Ça, c'est la Hotline. Est-ce que tu connais Tao? Apparemment, oui, il connaît. Donc ça, c'est la ligne de train qui permettait d'acheminer la viande. Et ensuite, elle a été coupée en 1980, lorsque j'étais adolescent. Et mes copains et moi, on passait à travers les barbelés pour aller jouer dans ces coins-là. Et c'était très beau. Et il y avait énormément de végétation sauvage, de l'herbe. Donc on avait l'impression d'être dans une aire complètement perdue et isolée, et on adorait aller jouer là-bas. Et ce qu'ils ont fait a été inspiré par un projet à Paris. Ils ont converti donc cette ligne de train en promenade. Et on a une sorte de parc de coulées vertes, si l'on peut dire. Donc aujourd'hui, on va malheureusement pas pouvoir y aller. Il y a beaucoup de vent, de toute manière, donc ça n'aurait pas été très audible. Et donc cette gentrification généralisée dans le quartier depuis environ 20 ans, c'est vraiment accéléré grâce à ce projet de coulée verte. C'est devenu l'une des destinations touristiques les plus populaires de New York, et donc elle est malheureusement victime de son propre succès. Et donc cette coulée verte a ouvert en 2009, je crois, et c'est à partir de ce moment-là que la gentrification a vraiment débuté. Et 5 ans plus tard, juste à la fin de cette coulée verte, a été construit un énorme musée, le musée d'art américain, qui était avant dans l'Upper East Side et qui aujourd'hui se trouve là où je vais vous montrer. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà. Et donc aujourd'hui à New York, on descend de la coulée verte, on descend les escaliers et on arrive devant cette cathédrale de l'art américain. Personnellement, j'aime énormément avoir ce musée. C'est super de pouvoir voir beaucoup d'expositions, mais en termes de conscience, c'est très différent de lorsque j'étais enfant, puisqu'avant, pour moi, les musées et tous on va dire les éléphants emblématiques de la culture américaine se trouvaient plutôt dans le nord de la ville, dans l'Uptown. Alors que pour moi, le downtown, le centre-ville, c'est plutôt pour les gens, c'est là où il y a de la musique, où on sort en boîte de nuit, où il y a des pubs. Et donc d'avoir cela ici, c'est quelque chose que j'apprécie, mais qui me provoque une sorte de dissonance cognitive, si vous voulez.
parce qu'il y a des choses avec lesquelles j'ai grandi et que j'avais assimilées d'une certaine manière et qui changent aujourd'hui. Donc c'est un nouveau concept. Et donc Jim Jarmusch dit souvent que New York a été conçu pour vous briser le cœur. Et donc lorsque ça arrive encore et encore, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Et donc là, on est à Gainsborough Street, c'est un nom à consonance hollandaise, et c'est une rue importante. D'abord parce que j'étais à l'école, à la crèche et à l'école maternelle ici. Et donc c'était vraiment un quartier que je connais depuis que je suis né. En 1990, j'ai commencé mon premier projet avec donc le metteur en scène Monsieur Abdo, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et il avait travaillé sur ce projet, Father was an Incredible Man, et donc il travaillait avec énormément de personnes, avec d'autres acteurs. Et aujourd'hui, il travaille sur un projet de reconstruction de cartes, et je vais travailler là-dessus. Et j'aimerais vous montrer maintenant 2 restaurants français. Alors, je suis en face, au moment où je vous parle, d'un endroit dont on peut voir la pancarte ici, R&L Restaurant. Donc ça, c'est le restaurant d'origine qui a toujours été là depuis 40 ans. Pendant de nombreuses années, c'était un restaurant qui s'appelait Florent. C'était un centre de la vie culturelle. Et donc avant la gentrification du Meat Market, du quartier du Meat Market, on va dire qu'il y avait 3 secteurs d'activité. Il y avait donc le côté viande en journée, et puis le soir avec donc des discothèques, le Click Club, Enville, Hellfire Club, donc de la culture queer. C'était aussi un endroit où les travailleurs et les travailleuses du sexe étaient présents, et aussi beaucoup de prostituées transsexuelles. Et donc lorsque l'on travaillait avec Raz Abdo, au début ils étaient très méfiants à notre égard, puisqu'ils ne savaient pas ce que l'on faisait. Donc on a été très franc avec eux sur ce que l'on faisait, et ensuite on a pu cohabiter de façon exceptionnelle, c'était merveilleux. Et ensuite les gens qui sortaient le soir venaient à ce restaurant Florent, qui était ouvert 24 heures sur 24. Donc c'était vraiment, on va dire, un point central de la vie culturelle. Et il y avait des fêtes incroyables. Et Florent était très ouvert sur sa séropositivité. Et très souvent, sur les menus, il rajoutait des commentaires. Et à la fin, ils ont doublé le loyer. Et ensuite, le restaurant a fermé. Et donc il y a une des lettres qui a été enlevée de la pancarte, et c'est devenu For Rent au lieu de Florent. Et donc ça fait maintenant 13 ans que le restaurant a fermé, et il n'y a pas un seul restaurant qui a duré dans ces locaux. Donc ce qui se passe, c'est que les propriétaires ont doublé le prix du loyer. Personne ne peut se permettre d'ouvrir un restaurant ici, mais finalement, comme ils ont une exonération d'impôts, en fait, ça leur importe très peu, puisque en fait, ça reste rentable pour eux, malheureusement. Donc il n'y a plus ce restaurant Florent, et ce que l'on a comme restaurant français à la place, c'est Pastis. C'est un restaurant français, donc, qui n'a pas été fondé par des Français, mais par des développeurs new-yorkais et des designers new-yorkais. Donc ce n'est pas un restaurant français authentique. C'est un peu une version Disneyland, si on peut dire, de la France. Donc voilà ce qu'on peut voir. Moi, je l'aime, hein, ce restaurant, je l'aime bien. J'aime bien leurs sardines qui sont très bonnes.
Mais on va dire que c'est une version de designer de quelque chose qui pourrait être plus authentique sinon. Je ne sais pas qui a dit ça à l'origine, mais Bernard Coultier, mon ami poète, citait cette phrase souvent et je pense que c'est une bonne citation ou observation qui dit que lorsque l'on gentrifie un quartier, on révoque et ensuite on évoque. Donc, on arrive dans cet endroit et on enlève les éléments dont on a besoin pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, par exemple, la classe ouvrière, les artistes, la culture. Mais ensuite, comment pouvoir gagner de l'argent d'une histoire d'un endroit qui a de l'histoire. Donc on utilise les éléments qui sont spéciaux et ensuite on évoque cette histoire. Donc on n'a plus de culture authentique, mais on tire son chapeau, on rend hommage à la culture pour pouvoir la rendre rentable. Et quand je travaille avec le Reverend Billy, en 2000-2002, la NYU avait souhaité donc détruire la maison où Edgar Allan Poe avait vécu et très souvent c'était un élément d'attraction pour les étudiants, mais en fait ils allaient la détruire. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et derrière moi, ici c'était un quartier industriel qui aujourd'hui est très hype, très à la mode si on peut dire. Et donc là on peut voir des œuvres. Là c'est l'œuvre d'un ami Tom Frone qui fait ce très beau travail avec des espèces de vitraux si l'on peut dire. Très souvent il faisait des tours d'eau en haut des maisons. Voilà, c'est un peu ce genre de travail qu'il fait. Moi, je viens du théâtre, donc ce que je ne comprends pas, c'est combien d'argent brasse, je dirais, le monde des beaux-arts. C'est quelque chose que je n'arrive pas trop à comprendre et peut-être qu'un jour arrivera à me l'expliquer, parce que je ne me l'explique pas. Maintenant, je marche et je pense que pour tous les citadins qui m'écoutent, vous pouvez reconnaître un petit peu ce style. Il y a énormément de rues de Paris, de Londres qui sont similaires à celle-ci. C'est une sorte de faux style rustique, si on peut dire, ou avec ce côté industriel, essayer de le rendre joli, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit des pavés, mais ce sont un peu des faux pavés, ce ne sont pas les pavés d'origine, dont les rues étaient pavées, puisque on connaît cette ville pour ses rues pavées, mais en général, quand vous roulez dessus, évidemment, la voiture rebondit, puisque évidemment, ces pavés étaient donc placés dans le sol. Et pour continuer sur ce thème, et sur mon thème, on utilise l'histoire du meat market, du marché de viande, et pour son authenticité, mais ils ont nettoyé tout ce coin et l'ont rendu, l'ont sécurisé pour pouvoir y faire leurs affaires. Pour les touristes et les businessmen. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les plus grosses entreprises du monde sont venues dans ce quartier pour ouvrir des boutiques ou en tout cas leur showroom. Et là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est Apple, justement. I remember when this first came in,
That's 14th Street. Quand ils se sont installés ici, sur la 40e rue, on va passer par l'Apple Store et on voit ici des bâtiments anciens, mais sur lesquels on a construit de nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est l'Apple Store, et l'Apple Store est ouvert dans le quartier du Meat Market. Salut 5G. Alors on nous a dit que la 5G allait détruire la planète, mais je ne sais pas si ça va détruire quelque chose, on verra bien. Donc là, on va aller au carrefour central du quartier. Et quelque chose que je faisais souvent avec le révérend Billy, c'était de manifester contre Starbucks. Parce que c'est une société privée prédatrice qui essaye de détruire d'autres sociétés implantées dans le quartier et d'être les seules à vendre du café. Donc dans mon quartier maintenant, avec ce surdéveloppement, c'est très difficile pour un café de s'implanter. Et donc, ce qu'on a ici, c'est un Starbucks super à la mode, et c'est la réserve de torréfaction du café de Starbucks. Mais c'est un peu comme la version Disneyland du restaurant français. Voilà, c'est tout sauf réel. Et nous sommes donc face au siège de Google à New York, présentement. Voilà. Et donc, quand Google a acheté ce bâtiment, c'est carrément... c'est un pâté de maison, c'est littéralement un pâté de maison. Et ce pâté de maison a maintenant été rebaptisé Google. Et c'est très célèbre à New York parce que on entend des tas d'histoires sur le luxe dans ce bâtiment. Apparemment, il n'a même pas besoin de sortir pour aller manger dans un food truck. Il y a des food trucks à l'intérieur du bâtiment. Rendez-vous compte. Alors, il y a des travaux. C'est des travaux. On a l'impression que ça fait 20 ans que c'est en travaux, le quartier. Maintenant, on va rentrer dans le marché de Chelsea. Hello. So, like the Google building. Alors, en face du bâtiment Google, le marché de Chelsea se trouve dans d'anciens dépôts qui ont été abandonnés pendant plusieurs années. Et donc, on a même eu l'occasion de faire des performances ici. C'était une zone complètement abandonnée. Il a fallu donc nettoyer pour que ce soit utile. Et lorsqu'on a quitté ces locaux, c'est devenu un studio de production et maintenant on y vend de la nourriture. Donc, quand on voit un programme qui parle de nourriture, des programmes style MasterChef, des fois ces programmes sont tournés ici. Et donc c'est un centre commercial à la mode. Tony, are you there? Tony,
On t'a perdu? Est-ce que tu nous entends? Just a slight Alors, visiblement, il y a un petit problème dans le fil de diffusion de Tony. Hi, Tony. Tony, est-ce que tu m'entends? Okay, am I back? Yes. Est-ce que je suis de retour? Oui, tout à fait. No. Enfin, non, pas vraiment, en fait. Is everyone we're getting back? Sick for the next part of my tour. Let's see. Yes, we got you back. Oui, apparemment, t'es de retour. Super. I'm going to leave the Donc, inside here because I think the signal's not so good. je vais quitter ce centre commercial parce que visiblement, il y a un petit problème de réseau. Everything is normal right now. Donc, actuellement d'ailleurs, est-ce que ce centre commercial est ouvert? Bah, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre. Donc, en général, ce que les gens font, c'est que ils mangent en dehors du centre commercial. À cause de la pandémie, il y a quelque chose qui est très nouveau à New York, c'est les gens qui s'assoient sur le trottoir. Est-ce que tu peux passer en paysage? Parce que là, on est en position portrait. Oui, regarde. Donc, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas le droit de manger à l'intérieur des bâtiments, on a construit ces zones pour que les gens puissent s'asseoir dehors. Et en fait, j'aime bien ça. Et j'espère qu'on va continuer à le faire quand la pandémie sera passée. J'espère qu'on a lancé une nouvelle mode. J'imagine bien ce plaisir de manger dehors, et ça contribue à la vie de quartier. Alors franchement, on se gèle actuellement si on veut manger dehors, mais malgré le froid, c'est quand même sympa d'être là. Donc ça, c'est un supermarché qui s'appelle Western Beef. Et j'ai fait une performance Ubu avec Wanseko ici. Et c'est le seul supermarché du quartier dans lequel on peut encore acheter à manger pour pas cher. Parce qu'il y a encore beaucoup de logements sociaux dans ce quartier, même s'il a été gentrifié. Et donc, c'est bien qu'il y ait encore un endroit où on puisse manger pour pas cher. Et malgré tout, je pense que tôt ou tard, les promoteurs vont arriver à acheter ce bâtiment et donc ça sera fini de cette nourriture abordable. Donc ça, c'est pas très loin du bâtiment Google. Voilà, donc on est Western Beef. Et il y a une quarantaine de projets de maisons de la 16e à la 19e rue. Et donc, ah non, ce sont des projets, ce sont des HLM qui ont été construits dans les années 60. Et donc, la gentrification dans ce quartier ne s'adresse pas, bien sûr, aux habitants de ces HLM. La gentrification, bien sûr, concerne les personnes qui peuvent se permettre d'habiter dans le quartier. Et le projet qu'a la ville est de détruire
de vendre ces logements sociaux et peut-être de les détruire, ce qui fait que 70% du parc immobilier social disparaîtrait et seuls 30% resteraient pour les résidents. Donc, le candidat à la mairie de New York avait un programme progressiste, mais en fait, les solutions au logement, malheureusement aux États-Unis, passent souvent par une intervention du marché du logement. Et donc, il n'y a pas d'autres solutions, malheureusement, aux États-Unis. Wildly leftist, crazy socialist Democrats are usually what would be seen in the rest of the world. Chez nous, tout passe vraiment par la loi du marché. Et donc, les démocrates qui sont censés être progressistes, chez nous, semblent être de gauche, mais pour le monde entier, c'est plutôt des politiques de centre, alors que les républicains qui seraient plutôt à droite sont en fait vraiment à l'extrême droite. Ce qu'il faudrait, c'est des solutions qui ne se reposent pas sur des solutions liées au marché. Il faudrait qu'on s'inspire un petit peu de ce qui se passe en Europe. Donc, quel est le profil racial des habitants du quartier? Il y a vraiment une ligne de démarcation dans le quartier. Il y a eu une gentrification massive depuis 10 ans, mais quand j'étais enfant, dans les années 60, il y avait beaucoup plus de mixité. Il y avait des Latinos, des Noirs, des Irlandais. C'était vraiment une population très mélangée. Et il y avait beaucoup de bâtiments abandonnés, des maisons. Et dans les années 70, ce qui s'est passé quand j'avais 9-10 ans, c'est qu'il y a eu des feux, les bâtiments prenaient feu. Il y a une dizaine de feux dans le quartier, sûrement des feux provoqués. Et on pouvait ainsi se débarrasser des habitants. Et les maisons qui avaient pris feu libéraient des terrains et à ce moment-là, on construisait des bâtiments modernes, plus chers. Et donc finalement, les incendies criminels étaient une forme de renouvellement urbain. C'est toujours le principe de se débarrasser de certaines composantes de la société pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé avec le quartier du Meat Market. C'est absolument pas quelque chose de nouveau, ça n'a rien de moderne, il y a eu différentes techniques, mais en tout cas, la démarche est ancienne. Et pour revenir aux années 70, c'était un peu plus brutal peut-être. Et maintenant, la brutalité, on essaye un peu de la cacher. On essaye de montrer l'aspect cool, on essaye de montrer que c'est bien, c'est à la mode,
Mais néanmoins, l'objectif est toujours de se débarrasser des familles qui ont le moins d'argent. Et là, on se rapproche du pâté de maison où j'ai grandi. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que à New York, il y avait beaucoup plus d'endroits qui étaient ouverts 24 heures sur 24. Par exemple, le resto Florent, le diner Empire. C'était en général des endroits qui fonctionnaient jusqu'à 4 heures du matin et qui récupéraient les gens qui sortaient de discothèques, des clubs. Il y avait le club Roxy Roller Ring. Donc, on trouvait toujours des gens dans la rue. Et il y avait donc des restaurants qui étaient ouverts toute la nuit jusqu'à 4-5 heures du matin. Ça n'existe plus. C'est fini. Parce que beaucoup de ces yuppies, beaucoup de ces bobos veulent dormir la nuit, vous comprenez? Avant, on disait que New York, c'était la ville qui ne dormait jamais. Et ben, pour moi, c'est plutôt maintenant New York, la ville qui se réveille jamais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif? S'il y a quelque chose de positif, qu'est-ce que ce serait, à part la gentrification, etc. Alors, ce qui est positif, c'est que l'argent crée des opportunités pour la culture. Alors, à mes yeux, ce qui est positif, c'est que toutes les galeries d'art se sont installées, des galeries d'art se sont installées dans le coin, la vie culturelle est arrivée et elle s'est intensifiée. Néanmoins, pour moi, ça reste un problème parce que ce n'est pas inclusif. Mais bon, la vie continue, hein. Et la vie continue à New York. Alors, ce qu'on fait chez moi, c'est qu'on essaie de revenir à la communauté en faisant des projets artistiques chez nous. Là, j'ai beaucoup vécu ici, dans cette maison. Et mes parents ont vécu longtemps ici. Voilà, regardez, le cercle. Et c'est en fait un local maintenant. Et j'avais l'intention de vous proposer une performance. Donc, ma femme est poétesse. Et elle va faire une performance pour vous. Des amis sont là également. Good morning. Hey, say hello to everybody. Hello. I'm Leanne. Ciao. So we'll just have a brief performance. Et donc une harpiste également va jouer. Elle s'appelle Bethany Hughes. Donc ça, c'est la maison où tu as grandi. Ma famille s'est installée ici en 64. Et puis, ils sont toujours là, donc ça fait plus de 40 ans. The wind is blowing. We dare not breathe in. Je m'excuse, mais malheureusement, les interprètes n'entendent pas le poème qui est en train d'être déclamé. I put on my mask. I put on my mask and vanish. When
We cover up our mouth. I've lost my friend. I'll never see him again. Oh, the wind. Oh, the wind. All alone. Oh, the wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Spring will come. And that's it. Thank you very much. Et voilà, merci beaucoup. That was beautiful. Thank you. C'était très beau, merci beaucoup. That was lovely. Do you guys Great. do this every morning? C'était très bien. Vous faites ça tous les matins? We try to do it every morning. On essaye, oui, oui. So, the culture of life in New York La culture continue à la maison et dans nos vies, malgré la pandémie et tous les problèmes sociaux et économiques. Mais c'est frappant de se dire qu'on est en plein centre-ville de New York un samedi matin et que la ville soit si vide. Et donc, vraiment, je peux mettre à votre place en tant qu'artiste. Comment ça s'est passé pour vous l'année dernière? Eh bien, je dirais que toute une partie de la vie culturelle qui fait partie de mon quotidien a disparu. Et en tant que poète, lorsqu'on assiste à des lectures, etc., c'est très compliqué. Donc maintenant, comme je suis aussi enseignant, donc j'enseigne en ligne. Et je suis très content de pouvoir continuer à enseigner, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail, mais au bout d'un moment, la fatigue de l'écran qui est amenée par les écrans est très très présente. Et donc, de pouvoir m'exprimer pour cet événement magnifique de l'école de l'Anthropocène, pour moi, c'est un cadeau. Donc, c'est très difficile. Pour moi, il faut que je me rappelle en permanence, il faut que je me rappelle à moi-même que je suis quelqu'un de privilégié. Et c'est quelque chose qui détruit l'âme pour tous ceux qui se dédient et qui sont friands de connexions véritables, concrètes avec les gens. Et en ligne, ça ne remplace... C'est très bien, mais ça ne remplace pas la véritable rencontre. En tant qu'acteur, lorsqu'on est acteur dans des films, c'est une chose, mais lorsqu'on est acteur de théâtre, comédien de théâtre, eh bien, c'est très très différent et il y a plein d'éléments qui ont disparu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne va jamais pouvoir reprendre. Mais vraiment, le fait de pouvoir être ensemble, de communier ensemble, c'est très très fort. Et j'espère que lorsque cela va se reproduire, ce sera une explosion incroyable parce que les gens vont être tellement
avide de ce genre de connexion. Et ça me rend très impatient. Et j'essaie toujours de me rappeler que je suis un privilégié, j'ai cette chance-là, j'ai la chance d'avoir les revenus et les ressources que j'ai. Donc j'essaie de ne pas être trop triste en ce qui concerne ce dilemme personnel auquel je fais face, mais je le ressens. Et même lorsqu'il ne fait pas trop froid, même pendant la pandémie, les gens sortent. Et parfois, les gens oublient de porter leur masque, ils se rencontrent dans restaurants, ces restaurants en plein air. Et bon, aujourd'hui, il fait très très froid, donc c'est pour ça aussi que les gens ne sont pas dehors, mais les gens, les endroits où les gens se rassemblent, ça fait pas très envie. Hein. Les gens en fait ne portent pas de masque, ils boivent de la bière, ils rient, ils crient, et c'est comme ça qu'ils arrivent à continuer à vivre. Parfois, j'aurais envie de les rejoindre, ces gens. Et c'est exactement ce que c'était ma prochaine question. Là, on parle de régulation sanitaire, etc. Et on se retrouve à devoir tisser du lien social dans les rues. Et donc, réinvestir les rues, c'est une chose positive, et surtout par rapport à ce que vous nous avez dit auparavant. Et vous pensez que c'est juste une tendance passagère ou est-ce que ça va être quelque chose de plus pérenne? Moi, je pense que pour les restaurants, avec ce que vous disiez juste avant, avec les gens qui s'assoient dans la rue, bon, apparemment, ça va durer, ça va perdurer, puisqu'il y avait des restrictions. Toutes les restrictions pour les restaurants, justement, vont pouvoir être évitées grâce à cela, en attendant qu'on revienne à la normale, puisqu'il va falloir vraiment un soutien supplémentaire pour les restaurants pendant des années. Et un petit peu avant, vous vous demandiez s'il y avait des choses positives que je voyais dans ce qui est en train de se passer. Eh bien, ce qui est positif, c'est que justement, tous ces édifices deviennent de plus en plus beaux, et donc finalement je me rends compte que la ville devient de plus en plus belle. Ça me rappelle aussi un petit peu Paris avec les trottoirs, les cafés, etc. Et donc j'ai l'impression qu'on va dans cette direction, et malheureusement c'était des endroits de rassemblement. Ces restaurants ces petits endroits sont séparés par des vitres ou des plexiglas, ou des petites cases. Donc, si c'est fait correctement, on pourra continuer à vivre. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de surmonter ça. Et je pense que ça va continuer. Et maintenant, vous venez de parler du fait d'être heureux quand même, de nous satisfaire aussi, de pouvoir échanger à travers nos écrans interposés. Et justement, il y a une question du public qui demande si vous avez des projets de travail qui pourraient être accessibles en ligne, même si l'on est coincé chez nous. Eh bien, j'ai commencé à travailler sur un projet avec Cart Middleton l'été dernier. Et donc c'est un très bon ami, et on a créé un film collaboratif international avec des gens qui filment depuis l'Afrique du Sud à distance, de Tokyo, et l'Amérique du Sud, la Colombie, l'Argentine, le Brésil, et aussi aux États-Unis. Et donc c'est une anthologie qui sera créée. C'est ce que nous sommes en train de faire, et on fait ça avec nos téléphones en mode portrait.
tragedy struck in the fall because Clark Middleton, my good friend. Et donc avec Clark Middleton qui a conçu ce projet, malheureusement est décédé, mais pas de la Covid. Et ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que il y a énormément, il y a un autre virus, le West Nile, qui est en train d'arriver à New York. Donc j'espère que dans quelques temps, nous allons pouvoir reprendre ce projet qui est un projet collectif. Et le projet s'appelle Bluefish, le poisson bleu, et j'espère que cela pourra sortir bientôt. Et en ce qui concerne le théâtre, et bon, évidemment, hein, pour les théâtres, là, tout est fermé. Et ce que l'on fait, c'est que en général, on peut se réunir avec des amis et faire et jouer en direct depuis chez nous. Mais il y a aussi ce projet dont je parlais tout à l'heure, Ubu Sings Ubu, avec la musique de Perup. Et ce que nous devions faire, c'était de jouer ceci avant les élections présidentielles, mais ça a été annulé à cause de la Covid. Et ce que j'essaie de faire pour le moment, c'est de m'organiser pour la suite et le futur. Parce qu'il y a des possibilités intrigantes ou très intéressantes qui suscitent la curiosité. C'est vraiment un moment d'introspection, je pense, pour tous, et d'essayer de nous retrouver aussi spirituellement. Et donc, sans avoir une réponse très concrète à cette question, on va dire que il y a énormément de choses qui sont très fertiles, qui sont en train de bouger à l'intérieur de moi et qui sortiront bientôt. Et en parlant justement du futur, justement, quelle est votre vision du futur de Chelsea, de ce quartier de Chelsea, et aussi de la culture de façon plus générale? Parce que, évidemment, c'est très lié à l'espace. Et tout d'un coup, il se passe ce qui se passe qui nous fait remettre notre relation à l'espace en question. Donc, dans 10 ans, 15 ans, est-ce que vous pensez que ça va être Disneyland ou encore plus, ou est-ce que les gens vont essayer de revenir? Et en ce qui concerne justement votre travail d'acteur de théâtre et en direct, qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'en tant qu'acteur, nous travaillons justement dans l'espace. Et à New York, particulièrement, l'espace est très cher. Et donc, il y a beaucoup de construction autour de nous. Il va y avoir un nouveau projet qui vont ouvrir. Il y aura ce projet de River Island. Et donc ce projet, malheureusement, va être modifié. Et pour les grandes institutions théâtrales vont certainement vont peut-être pouvoir continuer, ce n'est pas sûr. On ne sait pas si elles vont avoir les ressources nécessaires. Et en ce qui concerne Chelsea, donc par exemple comme ces jardins sur la ligne de train, les coulées vertes, il y a énormément de tensions avec un développement énorme pour une toute petite frange de la population. Et il y a des milliers de personnes dans ce quartier qui ne font pas partie de cette nouvelle culture. Et évidemment, il y a beaucoup de créations culturelles, il y a énormément de gens qui viennent chercher la culture ici à New York, mais avec cette tension immobilière a toujours été ici et a toujours été présente et continuera toujours. Et la culture à Chelsea, je pense, pourrait être
plus inclusive et j'espère qu'on va arriver à inclure et à intégrer tous les habitants. C'était merveilleux de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup. Moi, ça fait 1 an que je suis bloqué à Londres, donc je suis très content d'avoir pu voyager virtuellement dans les rues de New York. Merci énormément pour cet échange. Merci à votre famille pour ce petit concert privé. Merci beaucoup à tous. Et merci à notre public. Et vous avez pu avoir justement un public dans le monde entier et j'applaudis en leur nom. Merci infiniment. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.